Bonjour à tous, bonjour Aziz Ejli donc de TV Finance, je suis responsable donc de l'analyse chez TV Finance. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence qui va durer 1 heure. Je voulais tout d'abord remercier toute l'équipe de DailyFX, Vincent Gann et Sylvain également, qui m'ont invité gentiment à tenir cette conférence et à partager un peu mon expérience sur les marchés, mon approche également, tout ce que je fais un peu tous les jours effectivement sur TV Finance. TV Finance, donc je vous présente rapidement, c'est un nouveau média qui est Web TV en direct. On fait des émissions en rapport avec la finance, les marchés financiers, entre 8h30 et midi tous les jours, donc du lundi au vendredi. C'est diffusé sur Boursorama, c'est diffusé également sur notre antenne www.tvfinance.fr. Et donc ce matin, on avait donc différents intervenants qui ont animé nos lives comme tous les jours. Dans le cadre de l'invitation que j'ai gentiment accepté, ce matin on avait effectivement sur TV Finance abordé plusieurs points de marché, et notamment une situation sur les indices. Et je voulais d'abord revenir sur ça, puisque j'interviens tous les jours sur cette chaîne pour donner mon avis exactement de la même manière que je vais le faire ici, avec une approche un peu pédagogique également, puisque je rappelle que l'approche pédagogique est essentielle dans le cadre du trading. Il faut être discipliné, organisé, avoir une approche méthodique. Et dans ce cadre-là, effectivement, je trouve que l'initiative de Vincent, de Sylvain qui anime ce genre de forum et ce genre de conférences quasi quotidiennement pour vous accompagner est essentielle, puisque pour faire du trading et pour réussir dans ce monde qui est quand même assez difficile et qui demande beaucoup de rigueur, il faut être encadré. Et c'est en ça effectivement que je tenais à saluer les initiatives de Sylvain et de Vincent et toute l'équipe d'EliFX. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté leur invitation et que je suis très heureux aujourd'hui de venir partager mon expérience et notamment mon approche sur les principaux marchés avec vous. Donc dans ce cadre-là, effectivement, vous pouvez poser toutes vos questions sur l'espace de chat que vous avez. Je me ferai un plaisir d'y répondre donc en direct et en temps réel. Et puis je vais commencer tout d'abord par vous présenter un peu mon approche, l'approche de cette conférence et l'organisation justement que me dois et que je m'impose tous les jours. Tout d'abord, un rapide rappel sur les principaux outils de l'analyse technique. Alors effectivement, je voulais vous présenter tout d'abord, non pas tous les outils, mais les outils que j'utilise, les outils que j'utilise au quotidien moi-même, effectivement, et les outils que j'ai sélectionnés parmi tout le panel que nous offre l'analyse technique. Revenir sur l'importance du news flow, l'importance du news flow qui, selon moi, permet effectivement, même si j'ai une approche plutôt technique, d'affiner le timing d'intervention, etc., comme on le verra un peu plus tard dans la présentation, avant de faire un point sur les indices et un point sur les devises également et les matières premières. Donc on va commencer tout de suite. D'abord, je vais commencer par me présenter et vous rappeler un peu rapidement mon parcours, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et qu'est-ce qui a fait que je m'intéresse à la finance. Dans ce cadre-là, effectivement, euh, je- j'ai commencé alors assez jeune l'analyse technique avec notamment une expérience chez Day by Day, qui est un des leaders en Europe, un cabinet indépendant de recherche en analyse technique. C'est un peu là-bas que j'ai découvert ce monde-là. J'ai ensuite travaillé pendant quelques années sur différents desks chez Day by Day, sur les matières premières, sur les actions américaines, et j'ai ainsi affiné mon expérience, puisque je rappelle, l'analyse technique c'est quand même une approche très subjective. Les analystes techniques, on peut avoir des visions différentes. Il ne s'agit pas uniquement de tracer des figures géométriques sur des graphiques, mais effectivement ça c'est une approche qui va nous permettre plutôt au terme et au moyen de l'étude de la psychologie des investisseurs, d'avoir une approche et d'avoir des anticipations de marché. Et dans ce cadre-là, je vais vous présenter les principaux outils que j'utilise moi-même au quotidien pour pouvoir cadrer la tendance. Donc tout d'abord, les supports et les résistances, qui sont des niveaux de prix sur lesquels les investisseurs vont réagir, et notamment vont réagir sur un support à la hausse, puisque le support est un niveau de prix qui va marquer un intérêt acheteur de manière plutôt récurrente. Les cours vont rebondir là-dessus et effectivement vont plutôt chercher, les investisseurs vont plutôt essayer de payer les niveaux de support. Dans ce cadre-là, effectivement, on a symétriquement les résistances qui sont plutôt des niveaux sur lesquels les prix vont échouer et qui vont marquer de manière récurrente un intérêt vendeur. Et enfin, un des principes les plus utilisés justement grâce aux supports et aux résistances, qui est le principe de polarité. Alors, un petit graphique rapidement pour vous expliquer tout ça.
Vous voyez bien un niveau de support qui marque un intérêt acheteur, c'est-à-dire que les cours qui consolident ici entre deux niveaux de support et de résistance vont venir se prendre appui sur un support afin de repartir à la hausse et effectivement échouer sur une résistance et repartir à la baisse. On va voir justement dans ce cadre-là le principe de polarité. Alors, quand on enfonce un support justement dans cette configuration, justement de support et de résistance, on va avoir plusieurs choses qui vont nous intéresser, notamment le principe de polarité. Alors le principe de polarité, je reviens dessus rapidement au terme de ce schéma. Alors un support qui est cassé est souvent retesté avant de revoir la tendance émerger et repartir à la baisse. Et dans ce cadre-là, effectivement, le principe de polarité, c'est tout simplement un support qui devient résistance une fois qu'il a enfoncé. On a un retour de confirmation sur ce niveau. On appelle ça un pullback en analyse technique. Et une fois ce pullback effectué, effectivement, et que le support devient résistance, on a la tendance de fond qui repart et dans le sens de la tendance après avoir testé ce niveau. Alors, en dehors des supports et des résistances, on a également des figures de prix. Alors, ce n'est pas des figures géométriques comme je le disais en introduction, puisqu'il ne s'agit pas de tracer des figures comme on a pu les connaître en géométrie, mais plus c'est des figures qui vont traduire la psychologie des investisseurs et puis surtout une manière de réagir. Je rappelle qu'effectivement, dans ce cadre-là, on a beaucoup de figures qui nous permettent d'avoir des anticipations, que ce soit de continuation de tendance ou de retournement. Alors différentes figures comme des drapeaux, des fanions, des biseaux, des rectangles, c'est des figures de consolidation. Et dans ce cadre-là, effectivement, on a également des figures de retournement de tendance. Ça nous permet, d'avoir des anticipations, d'affiner notre stratégie de trading en fonction de notre profil. Les traders les plus agressifs vont plutôt chercher à anticiper le déclenchement de ces figures, à avoir plus de rendement avec moins de probabilité de réussite. Et les traders plutôt plus prudents vont plutôt chercher à avoir un trading prudent et donc à chercher à se positionner plutôt sur des confirmations, le déclenchement de ces figures. Alors quelques exemples pour illustrer tout ça, bien évidemment. Alors ça va arriver à l'écran, les figures de continuation de tendance avec le drapeau que vous voyez sur la gauche de votre écran. Alors le drapeau, il peut être haussier ou baissier, il intervient dans le cadre d'une tendance haussière sur l'exemple que vous voyez sur la gauche de votre écran. En général, il intervient à la suite d'une impulsion haussière. On a un retracement, une correction qui va se matérialiser par plusieurs choses. La première caractéristique, c'est que ça prend la forme d'un canal descendant qui retrace donc 38% de la précédente jambe de hausse, précédente impulsion haussière. Et puis avant de voir la tendance de fond repartir à la hausse, alors effectivement vous voyez ici que je vous disais les traders les plus agressifs vont plutôt essayer de se positionner sur ces niveaux, plutôt vers le bas de la figure pour anticiper le déclenchement et chercher à capter le maximum de rendement, alors que les traders plus prudents essaieront plutôt de se positionner sur le déclenchement de la figure. L'avantage également de ces figures d'analyse technique, c'est qu'ils permettent d'avoir des objectifs bien évidemment théoriques qui nous permettent au moins, ne serait-ce qu'à minima, d'avoir un objectif sur notre trading, sur nos positions. Alors, vous pouvez voir sur la droite une figure qui est cette fois-ci non pas de continuation de tendance, mais une figure de retournement. Là encore, une figure en double creux que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on appelle en analyse technique un W. Cette figure, elle intervient là dans le cadre d'une figure en double creux dans une tendance plutôt baissière. Elle va se matérialiser par un double appui sur un niveau de support, une ligne de coup que vous voyez ici. Le signal est donné une fois que cette ligne de coup est dépassée et ça veut dire effectivement qu'on a de fortes chances de voir la tendance repartir dans le sens inverse, c'est-à-dire dans le sens haussier comme c'est matérialisé ici. L'avantage également là encore, c'est qu'on peut avoir un objectif théorique par rapport au trading et par rapport au renversement de la tendance, c'est-à-dire qu'on a un objectif théorique qui est calculé à partir de la hauteur de cette figure de renversement, de ce W qu'on va reporter à partir de la ligne de coup et qui va nous permettre de fixer un objectif théorique qui est souvent respecté. Comme vous pouvez le voir ici, on est allé chercher à quelques points près l'objectif théorique sur cette figure. Alors, toujours dans l'approche technique, effectivement, et toujours dans la section figure de prix, on a quand même quelques cas particuliers qu'on va retrouver
à la fois en tant que figure de retournement et en cas et en termes de figure de continuation de tendance. L'un des exemples les plus connus, c'est le biseau. Alors le biseau, il peut intervenir effectivement en cas de figure comme figure de continuation de tendance quand il est orienté vers le bas dans une tendance qui est plutôt haussière. La consolidation se fait avec un léger biais baissier. On va venir retracer une partie de la hausse avant de repartir à la hausse et de voir la tendance de fond émerger de nouveau. Là encore, ça nous permet d'avoir un objectif théorique qui est égal à la taille du biseau qu'on va reporter sur le point d'extraction, sur le point de franchissement de cette résistance qui matérialise la borne haute du biseau. Comme vous pouvez le voir à l'écran, effectivement, là, on a une bougie qui clôture en dehors de ce biseau, qui a un premier signal de continuation de tendance. Et sur l'écran de droite, comme vous pouvez le voir, c'est une figure de deux droites qui convergent, donc qui caractérise un biseau. Deux droites qui, quand elles sont orientées, justement, la figure est orientée à la hausse dans le cadre d'une tendance haussière qui traduit plutôt un essoufflement de marché. Et on a tendance plutôt à revenir la franchir par le bas, en sortir par le bas, et donc ça traduit un retournement, un essoufflement de marché. On a de fortes probabilités de voir la tendance repartir à la baisse à la suite de la formation de cette figure. Alors, en dehors des figures de prix, je vous parlais des retracements. Alors effectivement, les marchés ne montent pas de manière linéaire, c'est-à-dire qu'on va dessiner plutôt des mouvements par vagues, des vagues impulsives dans un premier temps, puis des vagues correctives qui vont venir retracer une partie de l'impulsion haussière quand on est dans le cadre d'une stratégie d'une tendance haussière et baissière dans le cadre d'une tendance baissière. Les vagues vont venir donc corriger une partie de l'impulsion et on a à partir de là, et grâce notamment au ratio de Fibonacci qu'on utilise beaucoup en analyse technique, notamment les 38%, les 50% et les 62%, on va arriver à affiner des timings d'intervention, à avoir des anticipations et puis avoir justement dans ce cadre-là des informations sur les mouvements de prix à venir. Alors en dehors des retracements également, j'utilise les moyennes mobiles donc qui permettent d'identifier des tendances et qui servent de base à de nombreux indicateurs que je vous présenterai après, notamment les oscillateurs tels que le RSI et le MACD. On a également des signaux qui peuvent venir de l'interprétation de la simple lecture des moyennes mobiles, comme le croisement deux moyennes mobiles de différentes périodes. Alors effectivement, en général, une moyenne mobile courte qui croise par le bas une moyenne mobile longue indique un signal plutôt haussier et vice-versa. Et dans ce cadre-là, les périodes les plus utilisées pour les moyennes mobiles, en tout cas pour moi, sont les moyennes mobiles 20, 50, 100 et 200. J'ai pas réinventé la roue, c'est vraiment des moyennes mobiles classiques sur des périodes classiques qu'on va chercher à avoir justement dans ce cadre. Alors, en dehors de ces figures, on parlait des oscillateurs de prix et justement, alors je vois effectivement que le son ne passe peut-être pas très bien. Je vais juste prendre une pause pour voir si on peut régler ça rapidement. Euh, Bon, il semblerait effectivement que le son est bon, d'accord, bah c'est bon, on me signale que le son est bon, donc on peut effectivement poursuivre cette intervention et je vous parlais notamment des oscillateurs de prix qui permettent effectivement de confirmer une tendance, de déceler un retournement grâce notamment aux divergences. Alors là, dans le cadre des oscillateurs de prix, les deux indicateurs que j'utilise sont le RSI et le MACD. RSI qui est un indicateur sur la puissance d'un mouvement par rapport aux variations précédentes. Le MACD est un indicateur de tendance et de momentum. Ça va nous donner une idée de la puissance de la tendance et de la vitesse à laquelle effectivement on peut aller chercher de nouveaux objectifs et affiner ce trading. Et enfin, effectivement, tous ces éléments que je viens vous présenter constituent pour moi une base reste effectivement basique, mais pour réussir en trading, il ne faut pas chercher à se compliquer la vie, selon moi. Il faut rester très globaux sur des choses qu'on maîtrise, sur des indicateurs qui sont simples à utiliser, puisque ils nous permettent d'être réactifs, ils nous permettent d'avoir des anticipations, d'affiner nos analyses, et c'est vraiment en combinant tous ces éléments techniques qu'on pourra produire la meilleure analyse possible et avoir les meilleures anticipations possibles. Alors, en dehors donc des mouvements techniques et des outils de l'analyse technique que j'utilise, il y a effectivement l'importance de la partie fondamentale. Alors les analystes techniques purs et durs vous diront qu'on n'a pas besoin effectivement de regarder le news flow qui selon moi est quand même malgré tout important puisqu'il reste important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la technique nous permet d'avoir des
des conditions de marché, d'avoir effectivement une analyse sur les tendances, sur le timing d'intervention et sur également tout ce qui peut être anticipation de marché, mais effectivement le news flow peut être important dans certaines circonstances, puisque effectivement, comme toutes les informations se matérialisent dans les prix et que c'est une des principales règles de l'analyse technique, on peut croire qu'il est pas important d'accorder de l'importance au news flow. Cela dit, effectivement, et on le vit très bien en ce moment avec toutes les déclarations de banque centrale, les politiques monétaires menées par la Banque centrale européenne, par la Fed, par la Banque du Japon, et on a vu dans la semaine, pas plus tard qu'il y a 2 jours, les déceptions que peuvent avoir notamment des déclarations qui sont à l'opposé peut-être de ce qui était attendu par le marché et qui ne se manifestent pas directement sur les prix, qui peuvent avoir de grosses surprises. On l'a vu sur le Japon notamment avec le Nikkei qui perdait plus de 3,5% jeudi suite au statu quo de la Banque du Japon, alors que le marché anticipait plutôt de nouvelles mesures accommodantes. Donc c'est important d'avoir une approche qui mixe ces deux stratégies, à la fois l'approche technique mais également l'approche fondamentale pour des déclarations, pour des événements ponctuels, pour des statistiques économiques. Ça permet effectivement d'affiner les analyses de marché, puisque on va mieux comprendre éventuellement pourquoi on a des gaps qui souffrent, pourquoi on a des mouvements qui sont plus ou moins brutaux, etc. Et des publications de résultats d'entreprise qui peuvent également provoquer des gaps et qui nous permettent, surtout, là encore, je le dis, le news flow nous permet d'affiner le timing d'intervention. Enfin, les cycles économiques qui, selon moi, sont quand même importants, que ce soit le cycle de Kondratiev, le cycle de Juglar, qui vont nous permettre d'affiner non pas l'analyse technique au quotidien, mais plutôt d'essayer de positionner les mouvements dans des cycles qui sont plus longs, qui peuvent aller jusqu'à 54 ans, justement, et qui peuvent nous aider à avoir une stratégie plus élaborée sur le long terme. Alors, voilà pour la partie plutôt pédagogique, hein. Je vous ai présenté les outils que je vais utiliser au quotidien dans mon approche des marchés, mais également un petit peu mon parcours. Et dans ce cadre-là, maintenant, on va passer à des choses un peu plus concrètes, et notamment le point sur les marchés. Et je vais commencer par les indices. Les indices, une approche que j'ai segmentée en 3 zones: l'Europe, les États-Unis et l'Asie. On a pris à chaque fois un exemple d'un indice pour pouvoir justement donner des recommandations et mettre en pratique un peu ces outils que je viens de vous présenter. Et donc en Europe, l'indice que j'ai choisi de vous présenter, et celui que je regarde bien évidemment au quotidien, c'est le CAC 40. Bien évidemment, je regarde le DAX, l'Eurostoxx, tous ces indices évoluent quasiment de la même manière, sont quasi corrélés, et c'est la raison pour laquelle effectivement, pour pouvoir rester et respecter le timing de mon intervention, je ne passerai pas sur tous ces indices-là, mais en Europe, en tout cas, effectivement, ce qu'on peut remarquer, vous avez le graphique tout d'abord du CAC 40 sur les 4-5 dernières années, hein. Le graphique que vous voyez commence en juillet 2011 et va jusqu'à quasiment la période actuelle, donc en avril 2016. Et dans ce cadre, effectivement, ce qu'on remarque, plusieurs choses. La première, sur le CAC 40, c'est, vous allez la voir apparaître à l'écran, cette droite de tendance haussière qui permet effectivement, dans un premier temps, de montrer que le CAC 40, ben, si on regarde l'évolution depuis 2011, est quand même dans une phase qui est haussière, qui est assez intéressante. Si on prend les points bas de juillet 2011 et les points hauts de janvier, plutôt de décembre, voire 2015, c'était janvier 2015 et avril même à 5285. Ce qu'on remarque, c'est que le CAC 40 a quasiment doublé sur cette période, puisqu'au plus bas, on va aller 2693 et au plus haut, on est allé chercher les 5295, 85 plutôt. Depuis, ben, effectivement, et notamment ce fameux discours de Mario Draghi en décembre 2015 qui a déçu les marchés, ben, on a accéléré à la baisse et on a donné plusieurs signaux. Tout d'abord, le premier, vous voyez, en termes d'analyse technique, on a eu un premier signal plutôt baissier, c'était en fin d'année 2015 qui s'est prolongé au début de l'année 2016 avec la rupture de ces niveaux à 4580, 4600 points. On a également cassé la moyenne mobile à 100 semaines, puisque je rappelle qu'on est sur un graphique où chaque bougie représente une semaine, on est en données hebdomadaires, et donc dans ce cadre, on a cassé également cette ligne de tendance, une ligne de tendance qui passait par les points bas du CAC 40 sur laquelle, qui provoquait donc des réactions haussières à chaque fois. On était sur ce qu'on pouvait appeler un support ascendant, effectivement. Ce support a été désormais cassé, et ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'en ce moment, le CAC 40 évolue plutôt dans un canal légèrement baissier depuis les
points hauts de 2015, effectivement, on alterne une succession de creux et sommets descendants. Et en ce moment, bah, on est sur une zone qui est très importante à moyen terme, les 4580 points, la zone entre 4580 et 4600 est crucial puisque plusieurs éléments viennent s'y rejoindre. Alors tout d'abord, vous voyez, c'est la zone sur laquelle effectivement on a une sorte de polarité sur ce support ascendant qui pourrait devenir une résistance puisqu'on l'a testé à plusieurs reprises sans jamais réussir à le réintégrer et à repartir à la hausse. La moyenne mobile à 100 périodes, maintenant 100 semaines, vient faire obstacle également puisque elle vient se poser et s'aplatir juste au-dessus de ce support, de cette résistance plutôt à 4580. Et donc on a également cette résistance à 4580. Si on prend sur l'année les points bas à 3960 et le point haut à 5280 qui représentent quasiment 50% de retracement de tout ce mouvement-là. Et donc ça a une importance cruciale à moyen terme, puisque effectivement en cas de dépassement haussier de cette zone, ben, on donnerait un double signal haussier avec le franchissement du canal descendant et le franchissement de la moyenne mobile qui donnerait donc un potentiel de hausse au moins égal à 5008, un retour sur les 5000 points, voire sur les points hauts à 5285. Si au contraire on échoue dessus et on poursuit l'évolution telle qu'on la connaît depuis maintenant l'année 2015, on pourrait revenir sur tout d'abord les 4000 points et voire 3960 sur les points bas. En tout cas, c'est la lecture que nous offre l'analyse technique. N'hésitez pas si vous avez des questions, des précisions à me les poser sur l'espace de chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre avant de passer justement à une vision plus court terme. Et dans ce cadre-là, effectivement, afficher un graphique en données journalières, cette fois-ci sur un an. Et ce qu'on remarque effectivement sur le CAC 40, c'est, vous le voyez, l'évolution. Depuis le 11 février, on a un rebond qui se matérialise. Alors le 11 février, justement, on avait marqué un point bas aux alentours des 3900 points. On a un rebond qui s'est matérialisé, une période de consolidation qui a pris place pendant le mois de mars sous la forme d'un canal descendant. Et puis surtout, ce qui va m'intéresser, c'est la zone des 4580-4600, puisqu'on a réalisé un petit excès haussier au-dessus des 4580. Je rappelle que cette zone est la même que celle dont on parlait sur le moyen terme et qu'elle est cruciale également à court terme, puisque on a effectué un excès juste au-dessus de cette résistance-là. On a buté sur la moyenne mobile à 200 jours. Et puis surtout, on a ce gap qui date du 4 janvier 2016, qui avait donné une sorte de signal d'accélération baissière en début d'année, puisque c'était l'un des premiers éléments de la baisse qui avait marqué cette accélération et qui nous avait permis de rejoindre les points bas aux alentours des 3900 points sur le CAC 40, avant de reprendre une orientation haussière. Alors là encore, effectivement, on est dans une sorte de consolidation, de temporisation, puisque les choses allaient bien jusqu'à quasiment il y a une dizaine de jours. On a eu un statu quo de la BCE, on a eu également dans la semaine le statu quo de la Fed et puis les déceptions de la Banque du Japon. Et donc, on a un petit état des lieux justement qui nous permet d'être dans l'attente. Alors être dans l'attente, il y a plusieurs éléments effectivement qui vont venir nourrir ces mouvements. On a donc toutes les statistiques économiques dont je vous parlais et qui ont leur importance, qui sont suivies par beaucoup de traders. Mais si on s'intéresse également à l'approche technique uniquement, effectivement, pour l'instant, on est dans une sorte de consolidation. On avait un point pivot sur du très court terme vers les 4500, 4510 qui a été enfoncé ce matin. Et donc, pour le moment, la temporisation pourrait se poursuivre et on pourrait revenir chercher les 4420 points, toujours dans ce mouvement de consolidation. Tant qu'on reste au-dessus de 4420, bah, la consolidation peut se poursuivre dans ce range de quasiment 160 points entre 4580 et 4420. Mais effectivement, si jamais on arrivait à casser ce niveau des 4420 points, on pourrait revenir bien bas, revenir tout d'abord combler ce gap aux alentours des 4300 points, le gap ouvert en date du mois d'avril. C'est le dernier gap effectivement qui est ouvert. Aller chercher pourquoi pas le bas de ce range à 4230. En tout cas, ce qui est crucial et les niveaux importants à surveiller sur les mouvements de court terme, sur le CAC 40, c'est les 4580. On a une zone entre 4580 et 4630 qui correspond à ce gap. Donc le gap, je rappelle qu'il est ouvert en date du 4 janvier et qui fait barrage pour l'instant à la phase haussière qui se développe depuis le 11 février. La moyenne mobile à 200 jours également qui fait obstacle et qui fait barrage. Il faudrait la franchir pour pouvoir prétendre à une hausse un peu plus durable et aller chercher les 4750 points. Je rappelle que pour l'instant, effectivement, le marché reste baissier sur l'année 2016. On a quand même repris beaucoup de terrain après avoir marqué un plus bas à moins 25% en février.
Et donc toujours dans ce cadre animé notamment par la Banque centrale, par différents actifs, on y viendra un peu plus tard, mais le pétrole a été un des principaux catalyseurs de cette hausse qui se développe depuis février. Le pétrole qui reste un dossier sensible et on en parlera un peu plus tard dans cette conférence. Enfin, vous l'aurez compris, la situation est pas très claire en ce moment sur le CAC 40. On a différents niveaux à surveiller et toujours dans cette approche, ben effectivement, je vous recommande plutôt d'essayer de se positionner, être relativement prudent, plutôt proche des niveaux de support et de résistance, de pas trop chercher à spéculer dans ce contexte, puisqu'effectivement, on n'y voit pas très clair. On a différentes décisions qui sont rendues publiques, on a différentes annonces, que ce soit la Fed, on va scruter les discours des différents présidents de toutes les réserves fédérales aux États-Unis. On a également effectivement les membres des banques centrales européennes qui interviennent régulièrement et qui nous donnent des indications sur les politiques monétaires qui ont un impact majeur sur les indices. Alors, c'était l'analyse du CAC 40. Si vous avez des questions, notamment sur le CAC 40, ben, on peut y répondre avant de passer à la prochaine thématique qui est plutôt justement aux États-Unis. On va s'intéresser notamment à l'indice américain phare, l'indice que je regarde le plus aux États-Unis, qui est le S&P. Je ne vois pas de questions, du coup je me permets de passer à la suite, effectivement. Alors, le S&P, la situation alors est quasiment identique dans le sens quand on regarde le long terme, puisque le S&P a quasiment doublé de valeur entre juillet 2011 et ses plus hauts en 2015, hein. Je rappelle qu'on valait quasiment un peu moins de 1200 points en 2011 et qu'on en valait au plus haut 2135 sur le S&P. On a donc quasiment comme sur le CAC 40 doublé de valeur entre les points bas et les points hauts. Cela dit, la subtilité et la différence du S&P, c'est qu'on reste quand même très proche des plus hauts historiques. On est à 1,5% quasiment des plus hauts. C'est un indice qui tient très bien depuis le début de l'année, notamment, comme vous pouvez le voir. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur du moyen terme. Et l'analyse qu'on en fait sur le moyen terme, c'est la suivante. Tout d'abord, le constat suivant. Vous voyez qu'à l'écran, effectivement, on consolide maintenant depuis quelques années entre deux niveaux qui sont cruciaux. 2135 comme résistance, donc un niveau de plus haut historique, et 1860 comme niveau de support. Toujours dans ce rectangle, on remarque effectivement que la moyenne mobile à 1 an, puisqu'on est sur une moyenne mobile à 50 semaines, s'aplatit, ce qui traduit bien la consolidation à plat du S&P depuis quelques années maintenant. Et donc dans ce cadre-là, on est proche d'un niveau de support. On a différents scénarios qui peuvent être initiés, qui peuvent être étudiés sur le S&P. Le premier, et donc je vous dirais selon moi quelle est l'approche la plus efficiente en ce moment, c'est-à-dire une consolidation qui se poursuit à moyen terme avec notamment un échec sur cette zone des 2135 et un retour sur la borne basse de ce range à 1860. Le second, on arrive à franchir cette zone des 2135 points et donc l'objectif théorique que nous donne le report de ce range de consolidation, il est aux alentours des 2400 points effectivement, et là ce serait vraiment exceptionnel puisque le S&P recherchait de nouveaux plus hauts historiques. Le marché action américain donnerait de nouveau des signes de force comme c'est le cas. Cela dit, effectivement, on a une étude des cycles qui est assez intéressante qui montre que les marchés américains vont plutôt chercher à corriger tous les 8 ans. La dernière fois, effectivement, c'était en 2008. Et donc, ça nous donne un scénario que je privilégie plutôt pour ma part pour l'instant, même si effectivement, depuis quelques mois maintenant, on voit bien que le S&P tient bien et les marchés américains sont très bien orientés et sont proches de leur sommet. Ce serait plutôt donc la poursuite de la consolidation, un retour sur les 1860 points. Et si jamais on venait à rompre les 1860 points, effectivement, à ce moment-là, l'analyse technique nous donne un objectif de moyen terme aux alentours des 1550 points. Alors, c'est pas alarmant, hein, bien évidemment, puisque les marchés américains progressent en ligne droite depuis plusieurs années, donc une prise de bénéfice, une correction un peu plus marquée ne serait pas étonnante. Ce ne serait pas non plus l'effondrement du marché américain, mais une simple correction un peu plus marquée avec une sortie par le bas de ce range et un retour sur les 1550 qui donnerait éventuellement des opportunités de trading à l'achat puisque toujours dans ce cadre-là, effectivement, une correction présente toujours des opportunités. On revient
renforcer si on est déjà en position ou éventuellement ouvrir des positions plus bas et donc ça nous permet d'avoir un prix d'entrée un peu plus intéressant. En tout cas, voilà les différents scénarios. Je vous ai présenté les trois scénarios possibles sur le S&P avec une consolidation qui pourrait se poursuivre, comme je vous le disais, une hausse qui serait matérialisée par l'inscription de nouveaux plus hauts historiques en cas de dépassement de cette résistance à 2135. Et enfin, en cas de consolidation, ben, on pourrait avoir effectivement, en cas de rupture de cette zone des 1860 points, un retour sur les 1550 et un retour donc avec une correction un peu plus marquée. Tout ceci, bien évidemment, est à mettre en parallèle avec la politique monétaire menée par la Fed aux États-Unis, qui a un impact majeur, que ce soit sur les monnaies ou sur les indices. On voit bien la nervosité du marché quand les membres et la présidente notamment de la Fed, Janet Yellen, s'expriment. On voit bien le calme plat qui s'installe sur les marchés quelque temps avant le discours, les déclarations, etc. Donc voilà les différents scénarios que vous pouvez étudier sur le S&P à moyen terme. Enfin, une vue à un peu plus court terme, voilà, je vous disais que depuis le début de l'année, et notamment depuis le mois de février, le S&P était très très bien orienté. On a eu des signaux assez intéressants avec, vous voyez, une construction qui est assez similaire à ce rallye d'octobre qu'on avait connu sur le S&P, puisqu'on avait traduit une figure de retournement, on avait tracé une figure de retournement de quasi long terme, puisque vous le voyez, entre août et octobre 2015, on avait une première figure qui s'était formée, une figure en double creux sous les 2000 points, une fois le franchissement de ce niveau fait, on avait réussi à exploser à la hausse et aller chercher quasiment les 2115 points, à quelques pourcents près là encore des plus hauts historiques, avant de rechuter fortement suite à notamment aux inquiétudes qui nous venaient de Chine juste après fin 2015 et puis la déception des marchés par les déclarations notamment de Mario Draghi en décembre qui avait donné lieu à cet effondrement, un S&P qui était revenu chercher même au plus bas les 1812 au terme de séances assez volatiles. On voyait la mèche ici, ce niveau des 1812 points qui avait pris forme et justement cette construction qui avait pris forme en début 2016 elle s'apparentait pas mal à ce qui s'était passé entre août et octobre, donc on le voit bien en dessous les 2000 points. Effectivement, ici le niveau transitoire était aux alentours des 1950 points. Une fois qu'on a franchi ce niveau, effectivement, on a réussi à accélérer à la hausse et à aller chercher de nouveau cette zone des 2115 points, une zone qu'on avait déjà testée en octobre dernier et donc à revenir à quelques pourcents près des plus hauts historiques. Alors dans ce cadre, effectivement, une lecture assez intéressante sur les S&P, vous voyez à l'écran cette résistance qui passe par les sommets, alors les sommets de janvier 2015, d'octobre, de novembre également, qui a été dépassée il y a quelques semaines maintenant, en avril, on a réussi à passer ce fameux niveau des 2075 points qui était une résistance de court terme. On revient effectuer un pullback dessus pour le valider en tant que support et on a vu effectivement pour la première fois une séance baissière marquée pour la première fois depuis plusieurs semaines, marquée hier aux États-Unis, notamment suite aux déceptions du marché par les annonces de la Banque du Japon, des annonces qui ont été plutôt à l'inverse de ce qui était attendu et donc on attendait sur les déclarations de la BOJ de nouvelles mesures d'assouplissement de la part donc de la Banque du Japon. Finalement, on a opté plutôt pour un statu quo et donc le marché a été plutôt déçu. On est revenu sur les 2070 points. On a également des publications d'entreprises qui sont un peu moins bonnes que prévu. On le voit bien en tout cas que dans ce cadre-là, on est revenu chercher un niveau de support à 2070, des publications sur des grosses valeurs comme Apple qui pèsent sur la tendance et on voit bien au moins donc dans cette configuration que la tendance reste haussière sur du court terme tant qu'on n'a pas cassé les 2070. Cela dit, effectivement, à l'ouverture cet après-midi, ce niveau peut être rompu. On peut réintégrer les 2070 points, revenir sous ce niveau qui faisait état de support et donc pourquoi pas avoir un petit mouvement correctif qui nous emmène dans un premier temps vers les 2035, voire si le mouvement devait se prolonger, on aurait un retour vers les 2005 points. Donc on va essayer plutôt
de rester à l'écart pour l'instant, de surveiller ce signal avec notamment la rupture des 2070 points qui peut être un premier signal baissier sur le S&P, un signal qui pourrait être le déclencheur d'une nouvelle phase de baisse après ce très fort rebond qu'on a connu depuis quasiment le mois de février où on a pris plus de 300 points sur le S&P, ce qui est quand même assez inédit. On est monté en ligne droite. Je rappelle quand même qu'on a différents éléments qui peuvent peser sur la tendance, hein. Le pétrole qui a quand même très bien progressé depuis quelques temps et qui arrive sur une zone de résistance, on va en parler un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, sur le S&P, on a une configuration qui reste haussière malgré tout. Pour l'instant, on a un niveau assez important à court terme qui est 2070 points. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau, bah, la hausse peut se continuer, mais si on le réintègre, effectivement, on peut avoir un retour sur la zone des 2035, voire 2000 points. En tout cas, à moyen terme, cette zone des 2000 points est quand même très importante. Si on la réintègre, effectivement, ça peut être les prémices de la poursuite de la consolidation du moyen terme et un retour, pourquoi pas, vers les 1860, mais on n'en est pas encore là. Alors, dans mon approche, on va procéder plutôt par étapes. D'abord, surveiller les 2070 points. En cas de rupture, aller chercher une trentaine de points un peu plus bas, le support des 2035. Effectivement, à chaque fois qu'un support est rompu, on va plutôt viser le support suivant jusqu'à effectivement ce qu'on ait des signes de retournement dans cette baisse. Alors le premier niveau donc à surveiller, je rappelle, c'est les 2070 points et donc à voir sur cette configuration. Alors effectivement là j'ai des questions donc je vais prendre le temps quand même de regarder ce que demandent les auditeurs pour pouvoir vous répondre effectivement sur cette configuration. Notamment une question de Seb qui me dit que sur le CAC 40 en H4, cassure de l'oblique haussière depuis début avril, croisement baissier, échec MM200, effectivement. Bah, écoutez, Seb, je vous rejoins entièrement sur votre analyse. On a eu effectivement plusieurs éléments baissiers, et notamment cette zone des 4510, 4520, un support qui faisait office de résistance, c'était le 14 avril dernier, qui est revenu notamment chercher les plus bas. On peut aller, on a cassé également votre ligne de tendance, le RSI est plutôt baissier, donc on pourrait assister à une phase baissière et c'est ce que je vous disais. Je vais vous remettre mon graphique du CAC 40 pour pouvoir commenter tout ça et rejoindre votre analyse. Effectivement, c'est un peu la lecture du moment sur le CAC 40. En tout cas, à court terme, si jamais on casse cette zone qui, selon moi, est transitoire à 4420, on peut avoir des conséquences assez dramatiques. Tout d'abord, revenir combler ce gap parce qu'on connaît tous l'effet d'aspiration des gaps qui ont tendance à vouloir être comblés. Et puis, pourquoi pas aller chercher un peu plus bas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez cette oblique descendante qui passe par les sommets sur le CAC 40, qui vient se poser sur la moyenne mobile à 200 jours et qui vient se poser également sur cette zone de résistance de moyen terme à 4580 qui est renforcée par ce gap. Donc les conséquences peuvent être baissières effectivement sur le CAC 40. On va procéder par étapes. Tout d'abord, je pense que les anticipations peuvent nous mener sur cette configuration, sur les 4420 points, et puis pourquoi pas aller chercher un peu plus bas si jamais on arrive à casser cette zone-là. Alors on n'en est pas encore là, donc effectivement il faut rester prudent, il faut rester sur ses gardes et adopter la plus grande prudence dans ce contexte, puisqu'on l'a vu effectivement, une formation plutôt baissière qui commence à se matérialiser. Alors, on va passer maintenant justement au Japon. Japon, puisque on a parlé de la politique monétaire menée par la Banque du Japon, on a parlé effectivement de l'impact que ça a eu sur les différents indices et notamment les déceptions sur les indices européens et les indices américains. La plus grande déception, elle s'est faite sur le Nikkei, puisque comme vous pouvez le voir, au terme de cette forte bougie hebdomadaire baissière, sous les 17 700 points, on a eu effectivement plusieurs choses. Alors, on va le voir apparaître à l'écran. Tout d'abord, la rupture de cette oblique ascendante qui soutenait la tendance depuis plusieurs années maintenant. On a eu également une zone de retracement, puisque la dernière impulsion baissière a pris place sur un retracement de 50% qui correspond à cette zone des 17 700 points. Et dans ce cadre-là, effectivement, tant qu'on est sous cette zone des 17 500, à moyen terme, les anticipations peuvent être plutôt baissières.
ou pour les investisseurs plus prudents, attendre éventuellement une confirmation avec la rupture. Alors la rupture, on va aller la chercher sur des zones, sur un graphique un peu plus court terme, la zone des 16 480, voire 15 550 qui est le vrai support qui va pouvoir permettre de déclencher la phase baissière pour les traders les plus prudents, effectivement, et nos auditeurs les plus prudents, attendre la cassure de cette zone-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec la politique monétaire et le statu quo adopté par la Banque du Japon, on a effectivement du souci à se faire, un yen qui se renforce également et qui vient peser sur cette tendance. Donc tant qu'on est dans cette configuration, les anticipations peuvent rester baissières sur le Nikkei et peuvent justement donner lieu à des opportunités assez intéressantes à la baisse. Alors, j'ai une question également de nouveau de Seb que je vais prendre et effectivement passer baissier sur le CAC en journalier. Alors, ça reste compliqué, effectivement. Alors, ça reste compliqué parce qu'on a des moyennes mobiles qui sont en soutien, parce qu'on a une figure de consolidation qui donne une figure de continuation de tendance qui a été déclenchée. Alors, effectivement, le mouvement actuel peut être une simple consolidation, mais tant que, effectivement, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes maintenant en parlant du CAC 40 et je vais revenir dessus de nouveau, tant qu'on n'a pas cassé la zone des 4420, effectivement, il est un peu dangereux, il est peut-être un peu trop tôt pour pouvoir ouvrir des positions baissières. On va plutôt, en fonction de l'échéance de temps, là évidemment, et ce sera l'objet de ma seconde présentation qui arrivera dans quelques minutes, mais tant que, effectivement, on est dans cette configuration où les moyennes mobiles courtes soutiennent la tendance, il est peut-être trop tôt de passer baissier, il est peut-être opportun de le faire sur des échéances de temps réduites en intraday, aller chercher des écarts à la baisse, etc. On a vu effectivement des ouvertures avec des gaps, que ce soit sur les marchés futurs ou sur tout ou sur le marché de cash plutôt. Et donc dans ce cadre-là, moi mon approche elle est plus à des niveaux qui vont nous permettre de cadrer cette tendance. Les niveaux donc qu'on va chercher sur le CAC, c'est les 4420 et je pense que la confirmation de la baisse viendra par la rupture des 4420. On a cassé effectivement les 4510 selon moi, mais ce n'est que les premiers signes d'une consolidation. Ce ne sont que les premiers signes d'une consolidation qui peut avoir effectivement euh, une conséquence baissière si on passe sous 4420 et puis vice versa si on regarde 4580, si on arrive à franchir la zone des 4580, avoir des conséquences plutôt haussières. On est dans une forte période d'indécision où il y a beaucoup de choses qui se passent du côté des banques centrales, où il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent également du côté des matières premières, du côté des monnaies, et donc tout ça peut avoir un impact assez important effectivement dans l'évolution des indices à court terme. C'est pas la meilleure période effectivement pour pouvoir avoir une lecture assez marquée, assez prononcée sur ces indices-là. Alors, on va revenir plutôt maintenant sur la suite de la conférence et je vais reprendre effectivement le fil. On a parlé du Nikkei et de la faiblesse justement face à ce ratio de retracement donc en données hebdomadaires. Je vous ai donné également les niveaux qu'il fallait surveiller à court terme, et notamment l'importance des 15 550 points dans la poursuite de la baisse. Je rappelle que le Nikkei depuis 2016 qui reste quand même très très faible, hein. On a perdu plus de 18% au plus bas de l'année 2016. Depuis, une reprise se matérialise, mais effectivement, tant qu'on n'a pas cassé les 15 550 points, il est peut-être un peu dangereux de se positionner, d'avoir des anticipations baissières, surtout dans le cadre actuel où la politique de la Banque du Japon n'est pas encore bien fixée. Pour l'instant, on a adopté un statu quo, mais ça peut changer dans les semaines à venir, effectivement, en fonction de l'évolution des marchés. On voit bien que les banquiers centraux qui restent sensibles bien évidemment aux statistiques économiques, notamment aux États-Unis, des statistiques économiques qui restent quand même les fondamentaux sur la croissance, qui restent quand même suffisamment solides pour pouvoir justifier une hausse de taux, mais la Fed ne le fait pas pour l'instant. On attendait 4 hausses de taux aux États-Unis en 2016, on n'en presse plus que 2, voire une seule. Alors la question qui reste est un peu une sorte de mystère, c'est est-ce qu'il y aura une hausse de taux en juin ou pas. Pour l'instant, effectivement, on en price 2 sur les marchés, on attend. Et dans ce cadre-là, on voit bien que les banquiers centraux sont quand même sensibles à la volatilité des marchés et ne veulent pas apporter encore plus d'inquiétude que ce n'est le cas aujourd'hui et donc vont peut-être revoir leur stratégie de normalisation de politique monétaire sur les marchés. Alors,
On va regarder ce qui se passe maintenant du côté des devises et notamment de l'euro-dollar. C'est ce qui va m'intéresser. Et avant de passer aux matières premières, je me suis intéressé à l'euro-dollar, alors toujours avec la même approche. D'abord, un cadrage à moyen terme pour comprendre un peu comment a évolué la paire euro-dollar sur ces dernières années. Et puis enfin, une approche d'un peu plus court terme pour avoir des niveaux plutôt clairs pour pouvoir se positionner. Alors, sur du moyen terme, ce qu'on remarque, c'est que depuis quasiment le début de l'année 2015, on a une consolidation qui se matérialise à plat, qui prend la forme d'un rectangle de consolidation, donc entre les deux bornes à 1,0504 et 1,1450 au plus haut. Vous voyez que on vient de loin, puisque l'euro-dollar cotait plus de 1,2670, ne serait-ce qu'en 2014, et que depuis, ben, on a fortement chuté, notamment à la faveur ou à la faveur, enfin, que ce soit à la faveur ou à cause des divergences de politique monétaire, notamment entre la BCE et les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis avaient amorcé un QE, un quantitative easing, bien plus tôt qu'en Europe, que c'est intervenu quelques années plus tard en Europe de la part de Mario Draghi, et que dans ce cadre-là, effectivement, l'euro-dollar qui avait fortement chuté à la faveur d'un renforcement du dollar et de la faiblesse de l'euro depuis quelques années. Maintenant, depuis 2015, plus exactement, on consolide à plat dans un rectangle. Alors, on est plutôt en haut du rectangle puisque on est proche de la zone de résistance majeure à 1,1450. Et là encore, comme sur le S&P, plusieurs scénarios. Le premier, on arrive à franchir ces 1,1450 et notamment à mettre en parallèle, bien évidemment, tout ça avec la politique monétaire menée par la Fed en ce moment, une politique monétaire qui en 2015 avait tendance, on le pensait, puisque 4 hausses de taux étaient annoncées, à renforcer le dollar, mais finalement on n'en a plus que 2, donc ça ne renforce pas vraiment le dollar. On voit bien l'accès de faiblesse du dollar, notamment sur le dollar index qui revient sur ses points bas de consolidation. Alors soit on en sort par le haut de ce range de consolidation sur l'euro dollar et on va chercher des plus hauts. Alors le report du range de consolidation nous permet d'avoir un objectif théorique vers les 1,2670 avec un objectif intermédiaire vers les 1,20. Cela dit, effectivement, c'est le scénario que je privilégie pour les mois à venir, en tout cas sur l'euro-dollar. Si a contrario, on échoue sur cette zone des 1,1450, on peut avoir une consolidation qui se poursuit avec un retour sur la borne basse des 1,0504. Et enfin, effectivement, c'est le scénario le moins probable dans les conditions actuelles selon moi, mais je le garde parce qu'effectivement, dans mon approche, il faut toujours envisager le pire pour pouvoir être préparé dans son trading à réagir de manière assez rapide et assez efficiente. Ce serait la rupture des 1,0504 qui interviendrait après un retour de la consolidation. Et donc, dans ce cadre-là, on aurait un objectif théorique vers les 0,9640 sur l'euro-dollar. Sur un horizon un peu plus réduit cette fois-ci, effectivement, sur un horizon donc H4, vous pouvez voir plusieurs choses. Tout d'abord, ben, on zoome un peu plus, donc on a l'évolution de l'euro-dollar sur les quelques derniers mois depuis février. Ce qu'on remarque effectivement, c'est qu'en mars, on a eu un très beau rebond de l'euro-dollar puisqu'on est passé des 1,0826 quasiment borne basse du range à court terme à quasiment un plus haut à 1,1450, hein, c'est la borne haute de cette résistance de moyen terme. Depuis, on a même effectué un excès haussier en séance au-dessus des 1,1450 avant de venir consolider. Alors on consolide depuis dans, selon moi, une figure de continuation de tendance. C'est pour ça que je vous disais que sur le moyen terme, effectivement, ma lecture serait plutôt haussière sur l'euro-dollar, ne serait-ce que momentanément, parce que on a déclenché cette figure par le haut, on en est sorti par le haut, on anticipe donc une reprise de la tendance haussière sur l'euro-dollar et la confirmation viendra effectivement par le dépassement des 1,1450 et dans ce cadre-là, effectivement, à court terme, on pourrait avoir un objectif sur l'euro-dollar aux alentours des 1,15. On n'en est pas encore là, bien évidemment. Ce matin, on avait un signal assez intéressant avec la zone des 1,1380 qui était dépassée, avec la sortie également
de ce canal de consolidation que vous pouvez voir à l'écran. Et c'est les raisons effectivement qui me poussent pour l'instant à garder un biais haussier sur l'euro-dollar. Bien évidemment, je surveille également la zone des 1,1220 puisque je rappelle que si on réintègre le canal et si on repart à la baisse, notamment si on casse la zone des 1,1220, à ce moment-là, il sera prudent et il sera opportun de revoir la stratégie, hein. N'hésitez pas à me poser des questions également, effectivement, si vous en avez, puisque je rappelle que via l'espace de chat, effectivement, je reçois vos questions et je peux y répondre en temps réel. Mais en tout cas, voilà, globalement, la zone, selon moi, qu'il faut surveiller à court terme, ça reste les 1,1220. On a différents niveaux de support qui peuvent soutenir la tendance haussière et contenir la baisse en cas de reprise plutôt de la baisse sur l'euro-dollar, comme on le voit sur la tendance de long terme. Mais en tout cas, à court terme, il serait peut-être opportun d'ouvrir des positions acheteuses sur l'euro-dollar et profiter de la faiblesse momentanée du dollar face à un panier de devises, effectivement, et notamment face à l'euro. On passe maintenant aux matières premières. Alors pour les matières premières, j'ai choisi de me concentrer sur les deux matières premières qui selon moi sont les plus importantes, qui nous donnent effectivement le sentiment de marché, mais qui sont également des catalyseurs. Je vous parlais du pétrole qui a été un des principaux catalyseurs de la hausse sur les indices et notamment qui a très bien profité aux valeurs pétrolières et parapétrolières depuis le mois de février. Alors le pétrole, je me suis intéressé au pétrole Brent. On remarque sur ce graphique qu'on a une évolution quand même assez intéressante puisque le pétrole, je replace le contexte, on est dans un marché où la production dépasse largement l'offre. Tout d'abord puisque effectivement tous les pays producteurs sont sur des niveaux de production historiquement hauts. On a eu effectivement il y a quelques semaines maintenant une réunion de l'OPEP pour le gel de la production, une réunion qui n'a pas abouti d'accord, une réunion qui a été effectivement boudé par l'Iran. L'Iran qui, depuis quelques mois maintenant, et la levée de l'embargo, est revenu sur le marché du pétrole et produit quasiment 2,5 millions de barils par jour et il compte en produire plus. Alors sans revenir là-dessus, effectivement dans le détail, une production qui serait renforcée avec l'Iran qui veut retrouver ses parts de marché d'avant l'embargo serait peut-être une situation dramatique pour les cours du pétrole puisque on le voit bien, on a aujourd'hui un marché où l'offre dépasse largement la demande qui pâtit également du recul de la croissance chinoise plutôt, non pas du recul, mais de la croissance qui est peut-être un peu plus modérée qu'avant et qui réduit la demande sur le pétrole. Alors pour l'instant, effectivement, depuis le mois de janvier, on est dans ce qui se matérialise et ce qui se compare selon moi à un rebond plutôt technique puisqu'on a énormément chuté. On était à plus de 120 dollars le baril il y a quelques années maintenant. On a touché un point bas vers les 29 dollars 30 il y a en janvier 2016. On évolue dans un canal qui est plutôt ascendant. Vous voyez que on est en ce moment même plutôt positionné sur la borne haute de ce canal et notamment la zone importante de résistance entre 47,80 $ et 50,40 $. Je pense effectivement qu'on peut buter sur cette zone-là pour le moment dans l'attente éventuellement d'un accord sur le gel de la production. En tout cas, ce qui est assez étonnant et ce qui m'a assez énormément surpris, en tout cas sur cette thématique du pétrole, c'est qu'à 43,10, je pensais que le potentiel de hausse du pétrole était épuisé, notamment suite aux tensions qui sont arrivées entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sur un gel de la production. Et dans ce cadre-là, effectivement, entre 47,80 et 50,40 $, ben, on arrive également sur la borne haute d'un canal. Alors soit on arrive à franchir cette zone et on accélère à la hausse et dans ce cadre-là, on s'ouvre un potentiel de progression de plus de 10% puisque la prochaine résistance est aux alentours des 57,40 $. Soit effectivement, on poursuit le mouvement dans ce canal et à ce moment-là, on reviendrait plutôt sur cette zone de 43,10, puis pourquoi pas aux alentours des 40 dollars. Le niveau qui pour moi relancerait la dynamique baissière sur le pétrole, il est placé ici à 40 dollars. Ce serait vraiment le déclenchement de ce canal, une sortie par le bas de ce canal, la rupture de la moyenne mobile à 100 jours également serait, et la rupture de ce niveau de support à 40 dollars seraient les éléments qui pourraient être déclencheurs de la baisse sur le pétrole et la baisse effectivement sur le pétrole qui pourrait peser sur les indices parce qu'effectivement on a beaucoup de valeurs pétrolières et parapétrolières dans les indices, donc une corrélation assez intéressante, on le voit bien depuis le début de l'année 2016 entre ce rebond qui se matérialise sur le pétrole et le rebond sur les indices. Et enfin, pour finir, je m'intéresse à l'or, l'or qui
Donc dans cette configuration a été un des actifs les plus recherchés depuis le mois de décembre et ce fameux décrochage sur les indices, notamment suite à la déception des marchés par le discours de Mario Draghi. Alors toujours dans ce cadre-là, effectivement, on a pris plus de 20% sur le pétrole et vous voyez qu'on a réussi à franchir quand même une résistance de long terme qui contenait la hausse du pétrole, de l'or plutôt, et sous laquelle on évoluait depuis plusieurs années. Cette résistance a été dépassée, on s'est ouvert un potentiel de progression de plus de 20% entre les points bas à 1050 dollars et les plus hauts à 1280. Depuis quelques semaines, depuis le mois de février, effectivement, le rebond sur les indices, le rebond sur le pétrole, le retour de la version au risque, on a eu une consolidation qui a pris la forme d'un triangle symétrique, une figure de continuation de tendance là encore sur l'or. Et effectivement, si dans le scénario que je vous présentais, on arrivait à avoir une nouvelle phase de baisse sur les indices, une nouvelle phase d'agitation sur les marchés, ben, on pourrait avoir de nouveau un intérêt sur l'or. Et dans ce cadre, la zone des 1280 est à surveiller, puisque si on arrive à passer au-dessus, voire à la zone des 1306, on pourrait avoir un potentiel assez intéressant. L'objectif que je me fixe sur l'or, il est aux alentours des 1345 dollars. On est aux alentours de 1345, ça correspond à une résistance de juillet 2014. Et donc plutôt chercher à se positionner à l'achat sur l'or. Si on est à l'achat, on peut renforcer sur le déclenchement de la figure. Moi, pour ceux qui m'écoutaient sur TV Finance, effectivement, j'avais recommandé l'or à l'achat, on était aux alentours des 1077. Et dans ce cadre, effectivement, bah, pourquoi pas renforcer ses positions sur ces niveaux. On avait également recommandé de renforcer sur ce support des 1200 dollars, parce que selon moi, effectivement, s'il venait y avoir une nouvelle période d'agitation sur les marchés, en tout cas une nouvelle période de baisse, l'or serait le premier actif à en profiter et jouerait de nouveau sa valeur refuge. Alors j'ai une question de Vanessa qui me demande les niveaux de résistance et du support sur le WTI. Alors malheureusement je n'ai pas de graphique à vous présenter puisque pour le focus pétrole j'ai choisi de m'intéresser au Brent. J'ai pas mon logiciel qui est ouvert donc je peux malheureusement pas vous faire l'analyse en direct, mais suivez-moi sur TV Finance dès lundi. Je me ferai un plaisir effectivement de répondre à vos questions et me ferai un plaisir d'analyser le WTI pour vous. Ce sera l'objet effectivement donc d'une de mes prochaines rubriques dans TV Finance. Alors voilà pour ce point sur le cadrage des tendances. On va plutôt chercher désormais à étudier le money management, effectivement comment mettre en application toutes ces recommandations et on arrive effectivement aussi bientôt à court de temps donc je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cette partie-là. En tout cas, l'idée c'est de vous transmettre une pédagogie pour pouvoir gérer votre portefeuille de manière efficiente, de pouvoir vous positionner, faire du trading, mais selon les règles de l'art, effectivement. Et donc, dans ce cadre-là, tout d'abord, l'objectif du money management, c'est d'offrir une performance durable régulièrement en diminuant le risque et en améliorant le rendement. Alors, toujours dans ce cadre, effectivement, maîtriser le ratio risque-rendement pour construire son portefeuille, c'est important. Mais avant d'en arriver là, effectivement, il y a plusieurs étapes préalables pour investir en bourse. Alors, je vois beaucoup de questions, effectivement, de personnes qui me demandent d'analyser le DAX, le WTI. On parle de devises également, GBP, USD, etc. Alors, malheureusement, j'avais un plan précis pour cette présentation, mais je me ferai un plaisir, je le répète encore une fois, de répondre à toutes ces questions dès lundi, 8h30 sur tvfinance.fr. En direct, on a des émissions justement sur lesquelles on aborde toutes ces thématiques. On arrive bientôt également à court de temps, donc je vais devoir malheureusement reprendre le fil de ma présentation et dans ce cadre-là, donc comme je vous le disais, répondre à vos questions, ce sera un plaisir et ce sera sur les antennes de TV Finance en direct www.tvfinance.fr. Donc je reprends rapidement le fil de ma présentation avec les investissements en bourse. Tout d'abord, quatre étapes qui selon moi sont primordiales. Alors là encore, on reste sur des règles plutôt générales, mais vous pouvez tout à fait appliquer du trading sur cette configuration. Appliquer effectivement, moi j'ai une approche, alors c'est un peu peut-être vieux jeu, mais j'ai une approche vraiment très basique de ma compréhension des marchés, de ma manière de faire. C'est l'approche
qui marche pour moi, qui marchera peut-être pour vous, et donc je vous invite à l'inviter. L'idée étant de ne pas se compliquer la vie par différentes analyses, différents indicateurs, mais plutôt vraiment avoir une approche la plus simple possible, maîtriser les outils qu'on utilise de manière à pouvoir être réactif, puisque effectivement, selon moi, l'une des principales qualités qu'on recherche pour faire du trading, c'est la réactivité. Il y en aura d'autres, je vais vous les présenter, mais effectivement, ne pas s'encombrer l'esprit avec différents indicateurs, différentes choses qui vont juste nous retarder dans notre trading et nous permettre de gagner en réactivité. Alors donc tout d'abord, investir en bourse, c'est définir son profil d'investisseur, puisque effectivement en fonction de chacun, le profil sera différent, de la version au risque de chacun, du capital de chacun, etc. D'avoir un plan de trading qui va être plutôt respecté et qui doit être tenu à la lettre, puisque je le rappelle, la rigueur est très importante dans ce cadre-là. On verra rapidement comment construire une position et comment intégrer cette position dans le cadre de la construction d'un portefeuille. Alors, votre profil d'investisseur, comme je vous le disais, plusieurs éléments qui sont importants. Le capital, l'importance de ce mot-là, le capital, pour moi, elle est primordiale puisque ça définit le montant que vous êtes prêt à investir en bourse et ça ne doit en aucun cas être une somme dont on a besoin à court terme ou à moyen terme ou pour financer sa maison, etc. Ça doit être de l'argent qui va être à disposition pour renforcer son patrimoine, qu'on avait sur différents placements, qu'on veut placer sur les marchés pour éventuellement rechercher un peu plus de rendement. Et qui dit rendement dit aversion, dit risque, et donc dans ce cadre de risque, définir son degré d'aversion au risque, c'est-à-dire le niveau de perte maximale qu'on va chercher à accepter, qu'on peut supporter. Et ce degré d'aversion au risque, bien évidemment, va être variable en fonction de l'horizon d'investissement. Enfin, pour les investisseurs également, définir les allocations, c'est-à-dire les classes d'actifs et le pourcentage du capital investi par ligne, c'est-à-dire effectivement, j'ai de par mon expérience rencontré beaucoup de traders qui ne tradaient que du DAX, que du CAC, que des devises. En fonction effectivement de leurs analyses et de leur approche, ils se sentaient peut-être plus à l'aise. Donc moi, je recommande aux investisseurs qui se sentent à l'aise et qui font de bonnes performances sur une certaine classe d'actifs, d'éventuellement se spécialiser sur cette classe d'actifs-là, de laisser à l'écart les actifs qui sont peut-être casse-gueule pour eux. On a vu effectivement dans cette approche-là également l'approche de spécialisation, la notion de spécialisation, avec une spécialisation qui peut se faire soit par classe d'actifs, soit par secteur, soit par niveau de capitalisation. Alors certains investisseurs préfèrent traiter les mid-cap qui sont un peu plus volatiles, qui offrent un peu plus de rendement, mais qui sont peut-être un peu moins liquides. Certains d'autres investisseurs chercheront plutôt à aller sur des grosses capitalisations. Là encore, c'est la solution, elle viendra de vous, de votre analyse, de la compréhension de votre profil. Je reviens rapidement sur le plan de trading. Donc le plan de trading, il aura toujours le même objectif, c'est-à-dire vous accompagner tous les jours dans votre trading et vous devez de le respecter à la lettre en définissant, les objectifs de votre investissement. Pourquoi vous investissez en bourse? Est-ce que vous aviez de l'argent en banque qui ne vous rapportait pas suffisamment de rendement et vous recherchez un peu plus de rendement, un peu plus de risque? Est-ce que c'est parce que vous voulez vous en vivez, etc. Il faut vraiment définir la raison du trading, pourquoi on trade, parce que l'approche ne sera pas différente en fonction de l'objectif de l'investissement. L'horizon aussi, l'horizon d'investissement, c'est ce qui va nous permettre de mieux définir le niveau de risque qu'on est capable de prendre. Le scalping, l'intraday, le swing trading du moyen terme, le long terme. Je rappelle quand même que les investisseurs que le capital ne doit pas être un capital dont on a besoin à court terme ou à moyen terme. Et enfin, je reviens sur une notion qui est très importante selon moi, c'est la rationalité. Alors, on a tous une part d'ego en nous qui va nous pousser à avoir une sorte de biais émotif, à chercher à avoir raison contre le marché et à tenir des positions. Alors, ces positions, si on les tient effectivement contre le marché a toujours raison et on perd notre capital. Donc, toujours rester calme, rester patient, éviter de traiter pour traiter, mais plutôt chercher des opportunités de trading. Et puis surtout, éviter le biais émotif, c'est-à-dire éviter de placer son ego en face du marché, puisque le marché a toujours raison et en général, on le paye cher quand on veut avoir raison contre le marché. Enfin, définir le risque et le maîtriser, c'est-à-dire avoir une échelle de risque par position, par échéance de temps et par horizon d'investissement. Et puis définir la perte maximale qu'on est prêt à apporter. Donc dans ce cadre-là, fixer un stop de protection sur ces niveaux, c'est-à-dire que si les cours cassent le niveau qu'on s'est fixé de perte maximale, alors il faut
en aucun cas rester en position parce qu'on a un sentiment, parce qu'on le sent bien, pas du tout. Avoir un stop de protection et l'appliquer à la lettre fait partie du plan de trading. Définir un objectif de gain. L'objectif de gain, il est pas forcément, c'est pas forcément le niveau sur lequel on va sortir, mais c'est le niveau sur lequel on va reconsidérer la position, puisqu'on peut laisser couler les gains par exemple et remonter à son stop en cas d'utilisation de stop suiveurs qui vont nous permettre de protéger une partie des bénéfices et de remonter justement le niveau sur lequel on clôture la position. Et enfin, l'importance du ratio risque-rendement qui doit au moins selon moi être égal à 1 pour 2, c'est-à-dire risquer 1 pour gagner 2 pour pouvoir être sur des opportunités intéressantes. Je vous voyais à l'écran euh, une échelle de niveau de risque par position, c'est sur du court terme. Alors c'est le niveau de risque, c'est-à-dire c'est combien de pourcentage de son portefeuille on est prêt à risquer sur une position. Alors je recommande là encore de rester plutôt pour les traders débutants sur des niveaux faibles à mesurer, c'est-à-dire qu'on risque entre 1 à 2%, voire 2 à 5% pour les traders débutants. Pour les traders un peu plus établis et aguerris, peut-être éventuellement aller chercher plus de 5%. Et puis pour les traders un peu plus agressifs, c'est pas du tout une méthode que je recommande ni que j'applique pour ma part, mais en tout cas avoir une exposition de plus de 20%. Alors on arrive à court de temps malheureusement, j'ai quasiment dit l'essentiel et je reviendrai peut-être si Vincent m'invite vous en parler avec grand plaisir de la suite et puis éventuellement pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. En tout cas, c'était un plaisir de vous accompagner pendant une heure, de partager avec vous à la fois mon expérience et mon approche sur les marchés. Et puis, je vous invite à me retrouver pour les personnes qui ont posé des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre dès lundi, 8h30 sur les antennes de TV Finance, puisque vous pouvez me retrouver à plusieurs horaires dès 8h30 et retrouver les analyses sur plusieurs classes d'actifs. Vous pouvez me contacter sur Twitter également, @AzizEjli. Vous avez mon Twitter qui s'affiche à l'écran. Et donc voilà, je voulais remercier Vincent qui est à mes côtés et à ma gauche de m'avoir invité, de m'avoir permis de partager mon expérience également avec vous, toute l'équipe de Daily FX, Sylvain également, et puis je serais très heureux de vous retrouver, en tout cas que ce soit ici chez Daily FX ou sur les antennes de TV Finance.